Bonsoir à tous, merci de nous retrouver dans votre émission Question d'actu. Au vu de la dernière catastrophe naturelle enregistrée dans notre pays, la crue de Oued Mknessa à Chlef qui a occasionné malheureusement des pertes humaines, nous avons décidé de consacrer notre numéro à la gestion des risques majeurs dans notre pays. Vous le savez, le territoire algérien est largement exposé aux aléas naturels. Ceux-ci sont liés à la géologie, au climat, ajoutés à cela les risques industriels. Au cours des 2 dernières décennies, l'Algérie a été durement touchée, notamment par plusieurs séismes, une série d'inondations ayant provoqué des pertes en vies humaines et des dégâts importants. On parle de plus d'une centaine de catastrophes naturelles de grande ampleur survenues ces dernières années depuis les années 2000. Les interventions lors de la survenance de ces aléas ont coûté à notre pays 545 milliards de dinars de 2004 à 2019 depuis la promulgation de la loi 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes. 17 ans après, avons-nous mis en place une véritable stratégie nationale de prévention des risques majeurs? Est-elle efficace? Prend-elle en compte tous les enjeux susceptibles d'être affectés par les phénomènes naturels? Agit-on suffisamment en amont? Aujourd'hui, nous parlons d'investir dans la réduction des risques majeurs. Que faisons-nous? Un thème qui demande de l'expertise et c'est justement avec des experts dans le domaine que nous en parlons ce soir. Nous accueillons sur ce plateau professeur Hamid Afra. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes délégué national aux risques majeurs au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Abdelkarim Chelroum, bonsoir. Bonsoir. Professeur Abdelkarim Chelroum, vous êtes directeur de recherche à l'USTHB et président du club algérien des risques majeurs. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour l'invitation, madame. Professeur Djilal Ibn Nouar, vous êtes professeur à l'USTHB, membre fondateur de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, monsieur Bouter Djiret Houssem, vous êtes polytechnicien. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, on parle de ces phénomènes naturels. On a connu ces dernières années un record de feu, une recrudescence des événements climatiques dans notre pays, des phénomènes ou une situation qui bouleverse un peu aujourd'hui notre perception de ces phénomènes, les analyses, même les actions à mener. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait mettre une véritable stratégie, réviser la stratégie nationale des risques majeurs, un peu faire une évaluation régulière face aux aléas nouveaux auxquels nous faisons face, monsieur Afra? Oui, merci madame pour cette invitation. Si je fais un bilan au jour d'aujourd'hui de la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs, donc vous l'avez dit, depuis 2004 au jour d'aujourd'hui, enfin à la date de décembre 2019, l'État a dépensé en intervention, vous l'avez dit, 545 milliards de dinars. Et sur les 545 milliards de dinars, nous avons les feux de forêt, les séismes et les inondations qui ont consommé 374 milliards de dinars. Donc à peu près 70% du montant total des dépenses de l'État. Et là, je parle des dépenses directes, ce n'est pas les dégâts induits. Les dégâts induits sont beaucoup plus importants que ces montants-là. Donc la note finalement est beaucoup plus allée. Est beaucoup plus importante. Donc si on fait un petit calcul arithmétique, donc on se rend compte, donc au bout de 16 ans, donc on a une moyenne à peu près de 34 milliards de dinars par an. C'est énorme. C'est énorme. L'année 2020 n'a pas été aussi différente des autres années. C'est qu'en 2020 aussi, nous avons une moyenne de 30 milliards de dinars de dépenses et de coûts des dommages induits par notamment les feux de forêt, le séisme, la Covid-19, qui est considérée aussi comme étant un risque majeur au sens de la loi 04-20, parce que la loi a consacré tout ce qui est risque touchant la santé humaine comme étant un risque majeur. On parlera de votre rôle un peu qui a été mené sur la pandémie. Tout à fait. Donc nous avons à peu près cette moyenne de 30 milliards de dinars par an comme dégâts. Et les dégâts humains, c'est-à-dire les décès et les blessés, sont aussi en milliers. Oui. Donc ça, c'est le nombre de victimes a également augmenté avec l'augmentation de la population. Tout à fait. Donc si je regarde par exemple les feux de forêt à eux seuls occasionnent annuellement l'équivalent de 40 000 hectares de forêt et plus de 10 000 plants en arboriculture et autres aussi cheptels et autres dégâts.
Et les dégâts occasionnés par les feux de forêt annuellement sont d'environ à peu près 2,5 à 3 milliards de dinars. Il y a tout un couvert végétal qui disparaît. Alors là, on se rend compte que ce montant-là équivaut à pratiquement le coût d'un avion bombardier d'eau. C'est-à-dire chaque année, on perd l'équivalent d'un avion bombardier d'eau. Et pas que, hein, sur la nature, sur là, pour dire pourquoi, justement, on va y arriver, pourquoi ne pas donc changer de vision, et c'est ça justement l'objet de cette stratégie. Alors, on va parler de stratégie. Justement, cette stratégie, c'est qu'elle existe à travers la loi 0420, promulguée en 2004, mais aujourd'hui, en 2021, sur les 30 décrets qui sont prévus par cette loi, nous en avons produit que 4. Et les décrets se rapportant au PPR, les plans de prévention de risque, ne sont pas produits à ce jour. C'est-à-dire sur les 15 risques, parce que nous avons 10 risques majeurs, et l'un se décline en 6 autres risques. C'est-à-dire les risques climatiques se déclinent en 6 autres risques. Donc 9 ici, ça fait 15 risques majeurs. Chaque risque, normalement, devrait faire l'objet d'un plan de prévention de risque. Donc il y a une véritable stagnation à ce niveau-là. On n'a pas évolué, on reste dans les statistiques. Il n'y a pas d'action en amont. On arrivera à la stratégie avec vous, M. Afram, mais on reste d'abord sur les effets. Aujourd'hui, on l'a vu, hein, ces phénomènes, ces aléas naturels dépassent un petit peu la perception, je le disais tout à l'heure. Ça nécessite une évaluation régulière, des mises à jour régulières. Il est nécessaire aujourd'hui de remettre à jour la loi 0420. D'abord, je vous remercie pour l'invitation, Merci madame. Et puis, avant de commencer, moi, je préfère reprendre un peu, tenir compte du retour d'expérience, parce que c'est bien de donner le chiffre de 574 milliards qui a été, je pense, élaboré par la délégation risque majeur, que nous applaudissons, ce risque, mais moi, je préfère démarrer à partir de 2001. Parce que si je prends le mouchoir de poche, 2001-2004, il y a eu 4 très grandes catastrophes. D'abord, les inondations de Bab el-Oued, le 10 novembre 2001, suivi du séisme de Boumerdès le 21 mai 2003. C'est suite à cela qu'il y a eu la promulgation de la loi. Oui, j'y ai. On faisait partie de l'équipe. Ensuite, il y a eu l'explosion gazière de Skikda, début 2004, janvier, et puis l'invasion acridienne de 2004. Suite à ça, il y a eu l'organisation d'un colloque international, ici, le 15 et 16 mars 2004, que j'avais présidé. J'étais président du conseil scientifique, et vice-président du comité d'organisation, où il y a eu une centaine d'experts nationaux et internationaux qui ont participé. Il y a eu beaucoup de recommandations sur instruction du président de la République. Et puis, là, je vous dis, dans ce mouchoir de poche, il y a eu à peu près 4000 victimes qui ne sont pas comptabilisées. Et puis, je dirais que le 575 milliards, 674 milliards, il faut les multiplier probablement par 5 ou 6. Voilà, si vous voulez, de 2001 à ce jour, le montant des dégâts matériels et puis les pertes en vies humaines provoquées par ces catastrophes. Alors 20 ans après, est-ce qu'on peut encore tolérer ce genre de pertes en vies humaines? On l'a assisté il y a quelques jours, 20 mm de pluie, une dizaine de pertes de vies humaines. Nous avons assisté, j'étais à Chlef, la semaine passée, à 2 reprises. Donc il y avait une équipe qui était là-bas, du Club des risques majeurs, qui est un think tank, une boîte à idées. Ce n'est pas une organisation d'ingénieurs ou bien de boulangers ou une ONG. Donc, ce que nous avons repéré, ce que nous avons identifié in situ est intolérable. Parce qu'il n'y a aucune mesure préventive qui était forcée, qui était imposée sur le site, malheureusement. Donc, si je reprends un peu, pour avoir la genèse de l'affaire, déjà en 2004, je reprends le discours de M. le Président de la République qui a donné, si vous voulez, le feu vert pour la mise en place de cette stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs qui est devenue un gros problème pour la sécurité nationale. Alors, donc, je donne les 4 points rapidement. D'abord, les questions qu'il s'est posées dans son discours. Comment mettre en œuvre
au mieux la stratégie nationale adoptée pour atténuer les effets des catastrophes, etc. Quel est le dispositif national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes? Troisièmement, quelles sont les méthodologies et outils techniques de prédiction et de prévention des risques majeurs? Et en quatrième position, j'abrège, quelle place occupe l'action de communication et de l'information de l'État en direction du citoyen en situation dégradée de catastrophe? Des questions qui restent d'actualité. On peut Absolument. toujours les poser Là, encore aujourd'hui. nous avons élaboré la loi 0420 où tous ces segments ont été discutés, ont été développés. Malheureusement, comme l'a dit, elle a été votée par les deux chambres, cette loi 0420, et elle est restée dans les tiroirs. Il n'y a même pas eu, à part la délégation, qui a été un peu... On parlera du rôle de la délégation et de ses prérogatives. Aujourd'hui, ça restait figé, finalement. C'est resté figé. Et c'est la cause, je pense, de tous les effets. Aujourd'hui, tout reste à faire, M. Benoual, en termes de prévention. Que faisons-nous réellement? D'abord, merci Madame pour m'avoir invité à ce plateau d'experts. Je suis très content d'y participer. Maintenant, spécialement après Chlef, cette inondation, enfin pour toutes ce qu'on appelle les catastrophes en Algérie, les gens s'étonnent. Moi, je ne suis pas étonné. Parce que je m'attendais et je m'attends encore à ce qu'il y ait ce qu'on appelle les catastrophes. Vous avez parlé de catastrophes naturelles, mais il n'y a pas une chose qui s'appelle catastrophe naturelle. Et vous avez cité phénomènes naturels. C'est bien, parce que ça, ce sont des phénomènes naturels que l'homme, par ses vulnérabilités physiques, sociales, économiques, culturelles, etc., transforme ces phénomènes naturels en catastrophes. Et bien sûr, ils vont les appeler catastrophes naturelles. Ce mot-là de catastrophe naturelle, il a été banni du vocabulaire, ça fait très longtemps. Donc, si on ne fait rien, si on ne planifie pas pour la réduction du risque, ça veut dire on planifie pour... C'est là qu'on doit investir, c'est en amont, c'est-à-dire réduire les risques. On ne parle plus de gérer les risques, mais de réduire les risques majeurs. C'est ça la gestion des risques, la GRC, gestion des risques. C'est d'agir avant. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question, parce que ça va arriver encore, est-ce que c'est de l'incompétence des autorités locales? Est-ce que c'est de l'inconscience? Ou bien c'est de la négligence? Ça, il faut faire une étude peut-être sociologique pour voir à quel niveau on est. Pourquoi ça se répète chaque année? C'est la même chose. Et plusieurs fois dans l'année même. Et plusieurs fois dans l'année, et 500 milliards ou plus chaque année, ou là, chaque 10 ans, ou là, 30 milliards par an, c'est beaucoup pour nous, pour les taxpayeurs, pour les contribuables. Parce que ça, c'est les contribuables qui payent. Et pourquoi ne pas aller? Maintenant, nous avons, c'est vrai que la loi 0420, elle a été élaborée en 2004. Mais après 2004, il y a eu Sendai, la réunion de Sendai, la conférence mondiale sur la réduction des risques. Et dans cette conférence mondiale, c'est un think tank, c'est un forum global, mondial, pour réfléchir globalement et agir localement. Et donc, dans cette stratégie internationale... Des recommandations ont été émises. Oui, ils sont là, donc c'est un cadre. Il suffit pour nous d'aligner notre prochaine stratégie nationale à l'intérieur de ça. Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'investissement. Il y a 4 priorités dans la stratégie internationale. La première, c'est comprendre les risques, avec tout ce que ça vient, la vulnérabilité, etc. La deuxième, c'est la gouvernance, qui est très importante. La troisième, c'est l'investissement, comme vous avez parlé tout à l'heure, où investir. Et la quatrième, c'est reconstruire en mieux, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Alors, on va parler de reconstruction et de prise en compte de l'aménagement d'une zone. Avant d'aller à ça. C'est-à-dire que maintenant, la science et la technologie, les universités, les centres de recherche, on dirait qu'ils vivent dans un autre monde, alors que c'est un service public. Je ne comprends pas pourquoi nos administrations, l'administration à toutes les échelles, ne s'approchent pas des scientifiques. Parce que Sendai, les 4 priorités que je viens de citer, sont explicitement basées sur la science et la technologie. Le rôle de la science et la technologie pour réduire ça. Maintenant, après la stratégie, mais attention, il ne faut pas faire l'erreur. La stratégie seule ne peut rien faire. Parce que la stratégie nationale, c'est des souhaits que l'administration, que la société civile ou les chercheurs, les scientifiques, souhaitent avoir. Réduction de la mortalité, réduction des pertes économiques, réduction. Mais comment arriver à ça? Pour ça, il faut encore un plan d'action de la stratégie.
Comment arriver à réduire les pertes en vie humaine? Comment arriver à ne pas reproduire ce qui s'est passé à Chlef, comme vous l'avez dit, 20 mm. 20 mm, ce n'est pas une catastrophe, c'est quelque chose. Et parce que nous, on s'intéresse au phénomène naturel. On s'intéresse à 20 mm. Mais ce n'est pas les 20 mm qui ont fait ça. C'est la vulnérabilité territoriale, c'est la vulnérabilité physique, c'est la vulnérabilité culturelle, c'est la vulnérabilité économique. économique. Parce qu'on ne connaît pas justement la vulnérabilité de ces zones, on ne les étudie pas, nous n'avons pas de cartographie. Voilà. Les autorités locales avaient un BMS qui était annoncé au préalable par la météo. On aurait dû en même temps prévoir une cellule de veille, de non, crise. Non, ils ne peuvent pas, madame. Le BMS, ils se trompent sur le BMS. Le BMS, il vous donne le phénomène naturel. Oui. Mais ce n'est pas toujours le séisme qui tue, ce n'est pas le séisme qui détruit. Non, les inondations, en l'occurrence, actuellement, c'est une période particulière. Non, ce n'est pas l'inondation, c'est la vulnérabilité territoriale. Oui. Il y a des régions... Des études doivent être menées à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle. C'est pour ça que je dis le rôle de la science et la technologie. Ça. Voilà. Alors, Monsieur Boutredjiret, comment expliquer aujourd'hui, devant ces phénomènes, on a assisté à Chlef, les inondations ont causé des pertes humaines, des dégâts matériels. En termes de prévention, nous sommes en retard. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux de réflexion. C'est important de comprendre. Aujourd'hui, ce qu'on dit ici autour de la table, c'est qu'on est en train de parler de stratégie. La stratégie, ce sont des réflexions à moyen long terme. Et puis, nous avons un autre niveau de réflexion qui est une réflexion un peu beaucoup plus terre à terre, je dirais, c'est la partie opérationnelle. Et donc, il faut arriver à faire la part des choses entre les deux. On sait que faire de la stratégie, c'est du moyen terme. Aujourd'hui, ce qui se passe, on pourrait éviter énormément de choses si on travaillait suffisamment sur des aspects opérationnels, ça veut dire des aspects pratiques, des aspects de terrain. Aujourd'hui, pour une bonne partie de ce qui se passe, on pourrait prendre des mesures de la connaissance actuelle. C'est vrai qu'on parle de recherche au niveau de l'université, mais aujourd'hui, l'ingénieur, le concepteur, l'exploitant dispose de suffisamment de connaissances pour pallier un certain nombre d'effets néfastes, des effets qu'on aimerait éviter, et pour faire face à tout ce qu'on pourrait appeler des catastrophes. Aujourd'hui, au niveau opérationnel, terrain, je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs réglementaires qui existent au niveau de la législation locale. Ces dispositifs réglementaires sont partagés en différents types de services. Allez, on va parler de l'urbanisme, on va parler de l'hydraulique, on va parler du ministère de l'Industrie. C'est multisectoriel. Voilà. Et on a l'impression que les services, en fait, n'ont pas une perception globale du risque, mais ils ont une perception locale de leur activité. C'est-à-dire un urbaniste va comprendre ce que c'est l'urbanisme, mais au-delà de ça, il n'a pas cette perception du risque, il n'a pas cette perception de ce que pourrait avoir comme conséquence des actions que lui fait. Aujourd'hui, parlons par exemple de la partie risque industriel, on a une réglementation très très fournie pour les installations, ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement. Donc ils sont là pour codifier, pour toute installation nouvelle, on devrait mettre en place des études d'environnement d'impact, des études de danger aussi, sur lesquelles intervient la DGPC par exemple. Mais voilà, les gens de l'environnement sont un petit peu dans leur cocon, mais quand on sort de l'environnement, il faut comprendre que demain, on peut être amené à travailler avec des gens de l'urbanisme, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, au niveau opérationnel, on pourrait être plus efficace si seulement les différentes administrations ont cette perception du risque. Alors, perception locale, intersectorialité qui n'existe pas malheureusement, est-ce que ça ne devrait pas être un peu le travail de la délégation de réunir tout ce monde-là? Est-ce qu'aujourd'hui, la délégation a suffisamment de prérogatives ou a-t-elle besoin de plus d'autonomie? Oui, donc voilà, donc on vient de faire un peu le bilan, je dirais, des 15 dernières années depuis la promulgation de cette loi. C'est que les dégâts sont toujours là, les compétences existent, donc il y a un problème qui se pose. Quand on regarde les compétences que nous avons en Algérie, que ce soit en matière de recherche scientifique, que ce soit en matière de recherche universitaire, et malgré ça, nous avons toujours ces dégâts. Donc on a essayé de comprendre par rapport à cette loi, justement la loi 080 qui a été promulguée en 2004. C'est que quand on analyse cette loi, on se rend compte d'abord qu'elle est dépassée par les événements depuis Sendai 2015. Donc le concept de gestion de la catastrophe maintenant il est dépassé. C'est le concept de gestion du risque de catastrophe.
On s'aperçoit que cette loi, justement, ne désigne pas les acteurs. On ne sait pas qui fait quoi. Quand on lit la loi, les 15 risques, on ne sait pas qui s'occupe de quoi. Qui est responsable du risque sismique? Qui est responsable du risque d'inondation? On ne sait pas. Il n'y a pas de planning aussi. Bizarrement, alors que les lois, normalement, chaque loi devrait avoir un délai de mise en œuvre. 5 ans, 2 ans, 10 ans, il n'y a pas de délai. Et le grand problème aussi, c'est le financement. Il n'est pas précisé dans cette loi comment va-t-on financer la mise en œuvre de cette loi. Est-ce qu'à travers des inscriptions annuelles dans le cadre des lois de finances? Est-ce que dans le cadre des comptes d'affectation spéciale? Tout ça, ce n'est pas précisé. Donc finalement, la délégation aujourd'hui a très peu de prérogatives vu au manque de financement et de l'opacité. Non, c'est la loi, je parle de la loi. Oui, donc après avoir fait ce diagnostic. Et une chose aussi très importante, c'est que cette loi ne considère pas le citoyen, la société civile, comme étant partie prenante dans la problématique. Chose qui est quand même mise en exergue dans le cadre de Sendai. Donc après avoir fait ce constat, nous avons maintenant en train d'élaborer une nouvelle vision, une stratégie. Bien sûr, une stratégie fixe des objectifs. Elle ne vous dit pas la stratégie comment atteindre l'objectif. C'est à travers les textes d'application. C'est les PPR, les plans de prévention de risque, les décrets d'application qui vont expliciter tout ça. Mais une stratégie, c'est une loi. Elle est au niveau donc, de la loi, niveau 1. Et là, on fixe des objectifs, mais pas comment atteindre l'objectif. C'est les textes d'application qui vont définir ça. C'est ce que vous avez toujours dénoncé, pardon, M. Chouroum, c'est que finalement cette délégation n'a pas assez d'autonomie. Elle dépend aujourd'hui, elle relève du ministère de l'Intérieur. Vous demandez à ce qu'elle soit extraite, qu'elle soit plus autonome? Bon, est-ce que ça aiderait à agir mieux? Est-ce que ça aiderait? Au début, on avait prévu de la mettre sous la coupe. Elle a été prévue sous l'autorité de M. le Premier ministre. Et puis, je ne sais pas, parce qu'elle aurait dû être suivie par des textes d'application, il faut le dire. Comme il l'a précisé, en 2004, malheureusement, ça n'a pas été fait. Puis maintenant, ils l'ont mise au niveau du ministère, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ce que je trouve un peu normal, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle de tout ce qui est gestion et prévention des risques majeurs, et puis il y a les WELI à l'intérieur. Qui doivent agir en premier, la protection civile. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. La seule bévue, c'est qu'elle n'a pas d'autonomie, il lui faut une autonomie totale, parce que le délégué doit normalement pouvoir contacter directement le WELI et ordonner ou stopper n'importe quelle chose qui est contraire à la prévention, en matière d'aménagement, en matière d'urbanisme, comme l'a dit M. Boutrdjir, parce que le problème qui est posé dans la gestion des risques, c'est il faut revenir un peu au fond des choses. C'est les problèmes d'urbanisme, d'aménagement locaux, d'aménagement, le SNAT, qui a été abandonné d'ailleurs en 2010, élaboré et abandonné. Tout ça, c'était prévu justement une convolution entre la loi, l'aménagement du territoire, l'aménagement local et l'urbanisme. Maintenant, vous savez, tout à l'heure on parlait de Oued Meknessa. Oued Meknessa, je me suis déplacé. L'Oued il a servi de dépotoir. Il y avait plein de pneus, de branches. Il était fermé, il était obstrué. Où va passer l'eau? On parlait de... Mais ça, c'est le travail des autorités locales, d'abord, qui doivent agir. Oui, voilà. Donc, il faut être très, très pragmatique dans l'application, dans la mise en place, si vous voulez, ne serait-ce que de manière introductive de la gestion et la prévention des risques. D'abord, réglons les problèmes localement, quartier par quartier, mettre des plans d'exposition au risque. Et puis, nous l'avons dit à plusieurs reprises, cette prévention, cette stratégie doit être basée sur une cartographie fine. Cartographie qui met du temps à venir. Par APC, par wilaya. Et puis cette cartographie, avec tous les risques superposés, on doit pouvoir l'interroger de notre bureau de manière interactive. Et là, on va passer aux nouvelles dispositions de Sendai, comme ils ont dit, et puis voilà. Mais nous, cette loi n'a pas été appliquée, on ne peut pas dire qu'il faut l'actualiser. Il faut d'abord l'appliquer sur terrain, in situ, et puis la compléter.
par toute la morphologie, par tous les organigrammes des textes d'application. Et de là, on va détecter les points faibles, les carences de cette loi. Mais elle n'a pas été appliquée, malheureusement. Je vais prendre un exemple. Là, vous aviez cité que nous avions 4 régions dans la zone rouge, Alger, Oran, Annaba, Hassim Saoud, où ce sont des régions qui risquent de connaître des phénomènes naturels importants, en tout cas des retombées importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de plan d'exposition au risque? C'est-à-dire, si je prends la zone d'Alger, on va prendre une zone du littoral où on a des bâtiments public d'une grande importance qui est exposé face à des inondations, face à des séismes. On a de nouveaux centres d'affaires qui sont construits à ce niveau-là. Est-ce que les plans d'aménagement de ces constructions sont pris en compte? Est-ce qu'ils prennent en compte tout cela? Géologiquement, sur le niveau des climats? 101 oued à Alger. Voilà. 101 oued. C'est répertorié par le ministère des Ressources en eau. Eh bien, je vous défie de me trouver un seul oued qui n'est pas construit au niveau du lit mineur et moyen et majeur. C'est ça le problème et c'est ça la problématique. Toutes les zones inondables sont construites finalement. Construites. Oui. Et là, ça sera difficile à mon avis. Maintenant, il faut penser, je parle sous le contrôle de monsieur le délégué national et de mes amis. Moi, je pense qu'il faut maintenant, pour les grandes métropoles, penser à une stratégie de protection de toutes les... On ne peut pas démolir tout. Comment protéger tout ce qui a été réalisé? Il faut connaître aujourd'hui les zones à risque. On l'a vu au Japon, il y a eu le séisme qui a mené à des inondations, un tsunami qui a fini en accident nucléaire. C'est-à-dire qu'un seul phénomène naturel peut en provoquer d'autres. Et ça, c'est au Japon. Donc aujourd'hui, comment protéger... Vous venez de dire la solution. Vous l'avez dit vous-même. Vous avez dit une étude des bâtiments qui sont sujets au séisme, ils vont résister aux inondations. C'est quoi ça? Également. Scientifiquement, ce que vous avez dit à l'université, ça s'appelle l'étude de vulnérabilité à tous les phénomènes. Faisons-nous participer les universités et les chercheurs. Comment on doit arriver, comment convaincre cette administration que l'université aussi, c'est un service public? Il y a une nouvelle science, les études des dangers. Pourquoi on fait cette recherche à l'université dans les centres? Pourquoi on fait la recherche? Pour qui? C'est pour faire des publications? Qu'est-ce qu'on fait avec les publications? Vous savez, vous avez parlé de la loi 0420, 2004. Entre 2004 et 2015, beaucoup de textes n'ont pas été faits, etc. Mais en ce temps-là, je me rappelle, lors de la 2007-2008, non, 2014-2015, avec l'ancien délégué, nous avons visité plusieurs wilayas pour essayer d'expliquer cette approche de gestion de risque de catastrophe. Eh bien, moi, j'étais vraiment étonné parce que les autorités locales, au plus haut niveau, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est. Et ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de la gestion de risque de catastrophe. Ça veut dire que ces gens-là attendaient ce qu'ils appelaient la catastrophe pour appeler les pompiers. Alors qu'aujourd'hui, dans la prévention, on appelle les pompiers à l'avance, les universitaires à l'avance. C'est ça, c'est anticiper. C'est ça, c'est pas attendre le feu à la maison, alors les pompiers 14-18 ou je ne sais pas. C'est comme ça qu'on peut réduire. Mais ça, c'était 1950. On n'est plus en 1950. Mais il y a un manque de coordination flagrant entre les autorités locales, entre les administrations. Il y a le manque de coordination, mais le manque de communication. Ce qui me fait les gens ne connaissent pas ce domaine-là. Et donc, moi, je dirais, premièrement, dans cette loi, il y a 2 articles qui manquent, pour moi, que j'ai vu dans beaucoup de lois dans beaucoup de pays, à l'extérieur. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont mis ça volontairement, involontairement, je ne sais pas. C'est les missions et les responsabilités. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans la loi, on ne sait pas qui fait quoi. Ça devait être complété. Ça devait être compliqué. On va vous dire, vous voulez être président d'APC. Voilà votre mission pour la gestion des risques de catastrophe. Mais voilà vos responsabilités. Demain, il ne faut pas dire que c'est Dieu. Les responsabilités, on parlait des amas au niveau de l'oued à Knessa. Donc, les avaloirs bouchés, pas de bouche d'incendie. Si j'avais montré la photo de l'avaloir, ils ont mis l'avaloir sur le trottoir. Et l'inondation dans la route. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça incompétence, intelligence, négligence, comment on appelle ça? Et donc, moi, à mon avis, la loi, ces 2 termes, si on ne les met pas, ça veut dire que les gens ne sont pas responsables. Ou bien, responsabiliser, la responsabilité est diffuse et personne n'est responsable. Donc, la loi, comme on vient de le dire, elle fixe les objectifs. Mais il y a un plan d'action. Qui fait quoi?
Oui. Quels sont, C'est ce plan d'action qui fait les défaut périodes court terme, moyen terme et à long terme dans les investissements de la priorité 3 de Sendai? Les investissements qui payent? Parce que c'est facile de faire une loi, un plan d'action. Et puis la troisième chose, les indicateurs. Les indicateurs sont fixés à l'échelle globale par Sendai, cadre de Sendai. Mais nous, on va les adapter par rapport à notre économie, par rapport à nos conditions. Mais il faut des indicateurs de progression du programme d'action. Sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on est là, où est-ce qu'on est là, et personne ne dit rien. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, si on parle de cette stratégie, cette loi, premièrement, il faut aligner cette loi rapidement, la réviser la stratégie. Et élaborer la stratégie nationale par rapport à la stratégie internationale qui est complète dans tous les domaines, les objectifs, les cibles, etc. Donc, il suffit d'adapter l'Algérie, le contexte algérien, si on le connaît. Oui. Il faut le connaître. C'est ça, il faut le connaître. C'est tout le problème qui se pose pour l'instant. Et je pense qu'ensuite, avec la délégation, elle fera le plan d'action qu'elle va proposer, comme vous l'avez dit, aux différents secteurs pour dire voilà votre domaine, voilà vos responsabilités et voilà l'argent d'où est-ce qu'il vient. Et voilà les indicateurs pour mesurer le progrès de l'avancement de notre plan d'action. Et j'espère comme ça, on va s'en sortir et on ne va pas s'étonner à chaque fois qu'il y a 15 mm d'eau, de pluie qui se termine en catastrophe. On commence à pleurer. Et aussi, la presse. Les médias. Elle joue un mauvais rôle. L'école aussi. Parce que la presse, les médias n'ont pas été formés dans ce domaine-là. Donc, ils ne savent pas couvrir un événement comme ça. Parfois, ils l'aggravent par la communication. Alors que la communication, c'est un pilier très fort de la prévention. Effectivement. Eh bien oui. Donc, à mon avis, la presse... C'est ça. La culture du risque, il faudrait commencer peut-être à inculquer dès le jeune âge. C'est prévu dans la loi. Une dernière idée et je m'arrête. Oui. C'est la DG de la protection civile, que je respecte beaucoup, et elle est très respectée en Algérie et à l'étranger. Maintenant, je vois qu'ils ont beaucoup de capacités. Ils basent tout leur thinking, leur pensée sur les capacités. Mais une chose, ils ne parlent pas, c'est la capacité de faire. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut repenser, à mon avis, la Direction générale de la protection civile. Maintenant, ils sont forts en intervention. Ça ne nous suffit pas maintenant. Maintenant, la protection civile, elle a été créée pour certaines préoccupations dans le passé. Aujourd'hui, je pense que la société algérienne a d'autres préoccupations. Et donc, il faut, comme la délégation, qu'il faut revoir, comme la protection civile qu'il faut repenser. Peut-être que maintenant, la protection civile doit jouer aussi un rôle préventif aussi pour l'éducation informelle, par exemple. Effectivement, ça peut être une solution. Oui, oui, bien sûr. Pour compléter ce qu'a dit le professeur Benoît et mon ami Afra, tout ça ne peut être effectif et concrétisé sur le terrain qu'avec le prolongement de la délégation ou d'une autre institution. Parce que s'il n'y a pas un délégué au niveau de chaque wilaya, un délégué au niveau de chaque APC avec une structure. Il y a beaucoup de cadres qui peuvent faire ce travail-là. Vous savez, moi j'enseigne à l'École nationale d'administration depuis 2008. Il y a des milliers qui sont sortis dans la gestion des risques, c'est-à-dire des administratifs. Où sont-ils aujourd'hui ? Ils sont partout. Donc ces gens-là peuvent être regroupés comme ils relèvent du ministère de l'Intérieur. Et là, ça permet une inspection directe in situ. Voilà, le deuxième point concernant la protection civile. Moi, je dois dire, compléter quelque chose. Actuellement, la direction de la protection civile, c'est un organe très performant. J'ai pu remarquer, j'ai pu visiter, ils font même de la prévention. Ils ont une direction de la prévention et puis en matière d'intervention, ils sont top niveau. Ils sont top niveau en matière d'intervention au niveau des plans Orsec. On ne peut pas, on les a vus à Schlef, j'étais avec eux, ils avaient les équipes de chiens, mais des trucs, donc tout était, et puis tout était minuté, tout était structuré dans leur intervention, et là je comprends ce qu'a dit. Donc ils sont à applaudir. Oui, alors, je vais vous donner la parole, M. Afra. M. Boutredjilet, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la recherche et l'utilisation des nouvelles technologies, c'est un pan aujourd'hui indispensable pour évoluer aujourd'hui dans la prise en charge des risques majeurs? Ce que apportent aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est une
disponibilité d'informations. Quand on parle de nouvelles technologies, on parle toujours... Qui sont importantes. Oui, Oui. qui sont à l'origine de la prise de décision. Oui. Je veux dire, il faut avoir de l'information, savoir la traiter, l'analyser, pour pouvoir l'agir, pour pouvoir agir. Et aujourd'hui, ces technologies nous permettent d'avoir des temps de réaction extrêmement rapides. C'est ça, c'est aujourd'hui la nouveauté. On a des capacités satellitaires, on a des capacités de transmission et on a des capacités d'analyse. Ça, c'est très important. Mais ce que je voudrais aussi parler d'un point qui est important, c'est que ces catastrophes, comme on a dit tout à l'heure, en fait, vous avez des phénomènes naturels qui ont pour conséquence des catastrophes, oui, qui sont finalement l'effet de l'être humain. Aujourd'hui, moi je parlerai peut-être du futur, du présent et du futur, il faudrait qu'on comprenne qu'aujourd'hui, construire, il faut le construire selon les règles de l'art. Bâtir, c'est bâtir selon les règles de l'art. Faire de l'urbanisme, le faire avec les règles de l'art. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, au moins pour ce qui va arriver, qu'on puisse le faire comme il faut, en respectant les bonnes pratiques qui sont utilisées partout dans le monde. Si on arrive à faire déjà ça, c'est énormément de risques qui sont mis de côté. Ça, c'est important. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure d'une idée qui était importante, c'est qu'on n'a pas la culture du risque. On est un pays à risque, mais quand on sort dans la rue, on mais la population n'est pas impliquée, c'est-à-dire qu'on ne l'informe pas, on ne la forme pas. Moi, j'ai eu la chance, en 2000, j'ai eu la chance de partir au Japon. J'ai passé un peu de temps là-bas. J'étais là-bas dans une tour. Où il y a des simulations de séisme. Attendez, j'étais sur une tour de plusieurs niveaux, au 36e étage, à un moment où il y a eu un séisme. Vous êtes abasourdi par le réflexe des individus et vous êtes rassuré par le comportement des individus. Je vous assure que vous êtes rassuré, vous êtes au milieu de l'air, vous avez un séisme et vous n'avez pas peur. Donc parce que les gens sont ils sont aussi rassurés dans la structure dans laquelle ils sont, parce qu'ils savent que ça a été construit selon les normes également. Mais ça veut dire cette structure parce que vous avez cette culture du risque. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau local, nous avons beaucoup d'outils, nous avons beaucoup de moyens, nous avons les personnes, nous avons les organismes, nous avons vraiment ce qu'il faut. Mais il faudrait que les gens se mettent au travail. Peut-être simplement dit, se mettre au travail. Et comprennent que les choses n'arrivent pas comme ça. Quand nous avons des conséquences fâcheuses, c'est parce que quelqu'un, à un moment donné, n'a pas fait son travail. Voilà. Mais c'est une question de sécurité nationale aujourd'hui, donc la question devrait être prise avec beaucoup d'importance, je voudrais dire. Comment aujourd'hui agir efficacement? On sait quelles sont aujourd'hui les failles, où sont les failles, nous n'avons pas d'études, nous avons le retour d'expérience peut-être, mais nous n'avons pas de cartographie, nous n'avons pas défini les zones à risque. Sur le plan des climats, géologiquement, anthropologiquement, on ne connaît pas la population, parce que même la population, il faut savoir si elle est âgée, handicapés, pour permettre une intervention plus rapide. Est-ce que nous avons toutes ces données aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons les avoir? Oui, tout à fait. Je voudrais rappeler que le montant qu'on avait évoqué tout à l'heure des 545 milliards de dinars ont été dépensés uniquement dans la phase intervention. C'est important de le dire. Alors que la gestion de risque se base sur 4 phases. La phase prévention, la phase prévision, et prédiction pour certains risques, la phase intervention et la phase relèvement et retour au mieux à la situation normale. Et justement, cette nouvelle vision que nous voulons donc faire adopter se base sur ce principe de gestion du risque de catastrophe et non la gestion de la catastrophe qui dure pour certaines catastrophes 1 minute. Le séisme, c'est 1 minute. Mais le risque sismique encouru a débuté peut-être depuis une vingtaine d'années ou une cinquantaine d'années. Donc il va falloir gérer le risque et non la catastrophe. Il va falloir aussi gérer les risques majeurs de manière scientifique et utiliser les technologies. Les risques majeurs, c'est une science. Ce n'est pas uniquement l'intervention des agents de la protection civile. C'est des prévisions, des calculs. C'est des sciences, c'est des modèles aléatoires, c'est des modèles stochastiques, c'est des simulations numériques, donc tout ça c'est de la science. Donc nous avons intégré cette notion de gestion scientifique et des technologies dans la gestion des risques majeurs à travers la révision du décret portant
création de la délégation nationale au risque majeur. Et nous avons intégré aussi dans son comité intersectoriel le monde universitaire et le monde de la recherche, qui n'étaient pas présents, malheureusement. Ils ne figuraient pas dans le comité intersectoriel. Qui devrait être en pole position quand même, voilà. C'est eux qui mènent les études. C'est ça que nous avons introduit comme changement majeur dans ce texte-là. Surtout qu'il faut des évaluations régulières. C'est des phénomènes aujourd'hui. On disait parfois que c'était rare, mais aujourd'hui, qui sont de plus en plus fréquents avec les changements climatiques. On s'attend à des catastrophes plus fréquentes. Donc, c'est cette nouvelle vision qu'on voudrait imprimer, c'est ça. D'abord, conformité au cadre de Sendai. Deux, faire participer la société civile, c'est-à-dire élaborer une stratégie, une stratégie avec la société civile et pas pour la société civile. Donc, l'élaborer avec cette société civile. L'intégration du numérique, donc on doit passer au numérique. Vous savez, actuellement, par exemple, les agents de la protection civile, quand il y a un feu qui se déclare, comment ils interviennent? Par téléphone. Et si la ligne est coupée, ils vont sur le site. Il faudrait que aussi les opérateurs téléphoniques... Quand on les informe qu'il y a un feu, par exemple, dans la wilaya de Tipaza, dans la forêt, dans la commune de Gouraya. Donc ils se déplacent sur les lieux avec les équipements qu'ils ont. Donc ils essayent d'atteindre le feu par une piste, parce que c'est de la forêt. Alors la piste, elle n'est pas numérisée, elle n'est pas géoréférencée. On n'a pas les coordonnées géodésiques. Donc ils commencent à parcourir la piste. Ils se rendent compte au bout de quelques minutes que la piste ne peut pas... Ne mène nulle part. Ne mène nulle part. Et vous savez, 1 heure, 1 minute, c'est important dans la gestion d'une crise et d'une catastrophe. Aujourd'hui, il y a des drones, il y a des nouvelles technologies qui pourraient aussi aider. Les plans d'eau ne sont pas géoréférencés. C'est-à-dire, pour se ravitailler en eau pour éteindre le feu, on n'a pas la cartographie. On ne sait pas sur quel barrage on doit aller puiser l'eau ou dans quel réservoir, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est une vision nouvelle. Il faut cartographier tout. Nous ne sommes pas en retard, Monsieur Afra. Vous êtes le délégué national aujourd'hui des risques majeurs. Et justement, pour y arriver, nous avons commencé par la numérisation des plans Orsec. Le décret de 2019, le 1959, donc, a prévu tout ce dispositif-là, donc à travers des textes d'application. Les textes d'application viennent d'être publiés au journal officiel il y a 1 mois. Et justement, le représentant dont on parle, M. Risk, au niveau local, maintenant, il est codifié, il est réglementé. Il est dans un texte. C'est-à-dire, les wali sont tenus de désigner monsieur ou madame Risk. Pourquoi pas vous? Non, c'est sur la demande, bien sûr. De la délégation. C'est sur la demande de la tutelle, il n'y a pas de problème. Là, je vais revenir après à la question. Il faut qu'il y ait un bureau spécialisé uniquement... Avec des conditions. Nous avons saisi tous les walis pour désigner conformément à la loi, conformément au texte. Donc, ce qui va s'occuper d'abord de l'information, de la formation et de la saisie des données. Les plans Orsec avec les 13 modules qui sont donc listés dans les plans Orsec sont aujourd'hui numérisés. C'est-à-dire de n'importe quel point, n'importe quel wali, puisqu'il y a la biométrie maintenant, n'importe quel PAPC, n'importe quel wali, nous avons une plateforme nationale. Une remontée d'informations rapide. Non, il peut. C'est-à-dire, moi, de mon bureau, ou n'importe quel wali de son bureau, PAPC ou administration centrale, on peut connaître quelle est la personne qui s'occupe, par exemple, de tel module ou de tel module. Le module, par exemple, relogement dans une situation de crise, c'est qui est son adjoint, son numéro de téléphone, on peut les appeler. Nous avons une autre application aussi des réserves stratégiques. Au niveau national, on peut savoir, au jour d'aujourd'hui, à la minute où je vous parle, quelle est la consistance, par exemple, des réserves stratégiques dans une wilaya donnée, en termes de draps, en termes de lits, en termes des équipements, d'intervention, en termes de ressources humaines. Donc nous avons tout ça. Donc l'aspect numérisation de la gestion des risques est important. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Knessa, M. Afra? Oui, je reviens à la prévision. C'est la prévision, justement. Là, il faut faire une différence entre la prévision météorologique, qui est un phénomène atmosphérique, et le phénomène d'inondation. Parce que là, il y a un passage de la prévision météo, quand on vous dit il y a 15 mm d'eau prévu, ou bien on vous dit il y a 20 mm. Ça, c'est dans l'atmosphère.
Maintenant, quel est le devenir de ces 15 mm d'eau au sol? Ça, c'est une autre science. Parce que ça dépend du couvert végétal, ça dépend de la pente des bassins versants, ça dépend de la nature du sol. Oui. Je peux avoir, par exemple... Mais la météo précise les régions touchées. Après, le Wali connaît la vulnérabilité de ces régions. Dans l'air, pas dans le sol. Maintenant, quel est le devenir de ces 15 mm qui vont tomber? Alors, comment faire? Quoi faire? Voilà. Donc, il y a un maillon qui manque, c'est-à-dire entre le passage de l'information météorologique à l'information hydraulique. Pour savoir modéliser et transformer justement cette information météo. Est-ce que ces 15 mm qui vont tomber dans une région donnée? Parce que vous savez, nous avons des orages, nous avons des pluies orageuses, nous avons des averses, nous avons il y a plusieurs BMS. Et aujourd'hui, justement, vous savez qu'il y a une carte de vigilance. Météo Algérie sont au niveau aujourd'hui. Vous pouvez, à partir de votre smartphone, suivre le BMS qui est donné heure par heure. Alors aujourd'hui, la faute incombe à qui? Le réseau hydraulique Non, ce n'est pas une question de faute. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le premier secteur qui a élaboré sa stratégie sectorielle, c'est le secteur des ressources humaines. Alhamdoulilah, elle a été validée, adoptée le 18 novembre en Conseil de gouvernement. Donc maintenant, il faut la transformer, cette stratégie, en décret d'application, justement pour préciser ce qu'on a dit tout à l'heure, le planning, les financements, parce que le risque d'inondation ou n'importe quel autre risque ne peut pas relever d'un seul secteur, c'est multisectoriel. C'est ce que vous disiez. Il faut agir en prévision, on parlait des prévisions juste avant. Maintenant, l'autre point que je voulais dire, c'est que justement pour élaborer cette stratégie, on ne peut pas l'élaborer tout seul en tant que secteur de l'intérieur. C'est vrai, c'est le secteur en charge des risques majeurs. C'est vrai, comme a dit mon collègue et ami professeur Chilroum, moi-même, j'ai dit que c'est pas la tutelle de la délégation n'est pas un problème aujourd'hui. C'est le problème de moyens. Il faut mettre à la disposition de la délégation les moyens qu'il faut pour agir. C'est d'abord le problème. Maintenant, cette stratégie qu'on veut élaborer, je voudrais faire cet appel. Lancer un message, Lancer un message. Mes collègues et amis, ils sont là, ils sont déjà invités. C'est que le ministère de l'Intérieur va organiser les 28 et 29 mars, Inch'Allah, une conférence nationale sur justement la stratégie, le projet de stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs. Vont participer à cette conférence de 2 jours, donc des experts nationaux, nous avons d'une cinquantaine. Nous avons des compétences au niveau national. On parle de compétences qui existent, de recherche qui existent, technologie aussi. Nous avons les secteurs et nous allons élaborer ensemble. On va rester le CIC pendant 2 jours. Donc on va plancher pendant 2 jours entre experts, administration centrale. Il faudra juste mettre en place après les recommandations qui en découleront. Non, il n'y a pas que les recommandations, il faut que les textes d'application. Il faut transformer la stratégie en texte d'application pour pouvoir la mettre en œuvre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va encore faire un tour de table. Le planning, les financements et les responsabilités. Les responsabilités très importantes également. Et bien sûr, également. le mesurage, comme l'a dit le professeur, il faut qu'il y ait des indicateurs de mesure. C'est ce qu'on appelle les MRV, Measurement, Reporting and Verification. Donc, il faut vérifier que les indicateurs sont... Moi, je maintiens que le prérequis pour une gestion fiable de la prévention des risques majeurs, c'est les modèles numériques, qu'on vient de le dire. C'est la numérisation, c'est la cartographie numérique avec les risques. On en parle depuis des années. Aujourd'hui, il faudrait peut-être commencer réellement à cartographier. C'est là où je veux en venir. Maintenant, il y a eu ce retard. Moi, à mon avis, vous savez, à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Avec le concours de l'ASAL. L'ASAL, c'est une bonne... quand même, ils ont beaucoup d'informations, mais rien n'empêche l'État et la délégation de lancer des appels d'offres. Il y a des cabinets privés qui peuvent faire ça, des bureaux d'études privés. Donc, les associés, c'est ça le partenariat PPP, partenariat public-privé. Donc, rien n'empêche ça. Et sans ça, ouvrir un peu, c'est-à-dire l'État doit se désengager un peu de cette problématique. Parce que c'est clair, je vous ai cité les 4 points de l'ancien président. On est toujours là.
on tourne autour du pot. Oui. Et on risque de rester dans le même état d'esprit probablement dans 20 ans ou 30 ans. Dans quelques années, que non. J'espère que dans les 2 jours de la conférence, on va juste remplir les canevas de Sendai. C'est déjà pas mal. Il y a un des phénomènes aussi qui nous touche particulièrement, c'est la sécheresse et la désertification, on n'en a pas parlé. C'est le stress hydrique. Le stress hydrique, on en connaîtra certainement cette année vu que les barrages ne sont pas remplis. Dans les quelques semaines, d'après nos informations, on est en train de travailler dessus, on est en train d'aider. Et vous savez, dans quelques semaines, si ça continue comme ça, et ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de plusieurs experts. C'est l'alerte, maintenant c'est le système d'alerte. On a dépassé le système de veille. Donc il faut faire très très attention. Alors il y a 27 millions d'hectares de terres qui sont exposés à la sécheresse de 12 wilayas concernés. Ces dernières années, nous avons assisté à la surexploitation aussi du couvert végétal sans prendre en compte les dangers sur l'environnement. Aujourd'hui, il ne suffit pas de prendre les dangers sur l'environnement, mais aussi le plan socio-économique, agir sur la population locale, la développer. C'est aussi comme ça qu'on peut agir. Oui, madame. Vous avez parlé de retard. Tout le monde a parlé de ce retard. Vous savez, avec le risque, il y a 2 manières de vivre avec le risque. Seulement 2 manières. L'anticipation? Non. Oui. Le niveau de risque accepté et le niveau de risque non accepté. Quand le niveau de risque est non accepté, on fait la gestion. On crée les mécanismes de stratégie, plan, etc., indicateurs. Mais quand on accepte le risque, moi, si j'ai un rhume, je n'ai pas besoin de l'assurance, je paye. Je suis assez riche pour payer, je n'ai pas besoin d'assurance, donc je ne fais pas. C'est la même chose pour quand on traverse une route. Ou bien il faut prendre les précautions, regarder à droite et à gauche, ou bien fermer les yeux et va dire, bon, moi, si je fais m'écraser, ça ne fait rien. Il n'y a pas de retard, il faut dire aux décideurs, pourquoi vous ne faites rien? Est-ce que ça, c'est le risque parce que l'Algérie est riche, 545 milliards, pour nous, c'est rien du tout. Un autre pays, peut-être qu'il va faire des prêts pour faire la prévention. Et pourtant, nous pourrions les investir en amont et réduire le coût parce que vous avez aussi parlé de compétences internes, externes. Bon, moi, je dirais... Interne, externe, la diaspora, on peut la faire participer, le public, le privé, voilà. Est-ce que c'est la science en Algérie qui a échoué? Oui. Il faut se poser la question. Avec toutes ces compétences, tout ça, avec toutes ces publications, est-ce que c'est la science qui a échoué avec les résultats qui ont été trouvés? Ou bien c'est l'administration qui a échoué de mettre en place sur le terrain les résultats de la recherche? Donc il faut aussi déterminer les responsabilités de chacun. Et donc moi je dirais, c'est ni l'un ni l'autre. La science n'a jamais échoué, l'administration n'a pas échoué. Ce qui manque, c'est le lien entre les deux, la coordination entre les scientifiques et l'administration à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'on pourrait peut-être commencer un peu à faire ces études, ne plus s'intéresser à ce phénomène physique, au tremblement de terre, le phénomène lui-même. Non, moi je pense qu'il est temps de construire une nouvelle culture de risque qui est la vulnérabilité. Comme l'a dit M. Chelroum, M. Afra, sur les précipitations qui tombent, 20 mm. Ça tombe 20 mm à Radaya, 20 mm à Alger, ce n'est pas la même chose. Ça dépend de la vulnérabilité, je dirais des vulnérabilités qui sont nombreuses. Physiques, territoriales, la pente, la végétation. Il faut faire des études de vulnérabilité, des études de vulnérabilité sociale, vulnérabilité culturelle, économique. Les gens habitent, vous allez à Oued, comment il s'appelle, Hamiz, les gens habitent dans l'Oued. Et alors, tout le monde les voit. Ça veut dire que nous, en tant que société civile, en tant que décideurs, en tant que responsables, nous acceptons ce risque-là. Est-ce que nous faisons des simulations de risque? Est-ce que nous en arrivons à ce niveau? Pourquoi faire? Pourquoi faire si on accepte le risque? On accepte le risque. Pourquoi faire des études? Pourquoi on fait rien? Moi, quand j'accepte le risque, je ne fais rien. J'attends parce que je vais payer. Je vais dire il faut reloger 100 personnes. Alors qu'il aurait fallu agir dès le départ et interdire. Si je n'avais pas l'argent pour les reloger, j'aurais investi dans la prévention. Ça, voilà. Mais si j'ai l'argent pour les reloger, les gens ils ne vont même pas à l'assurance. Vous savez, la pénétration d'assurance CatNat, elle est uniquement entre 2 et 5%. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais arranger ma maison? Pourvu qu'elle se détruise, demain ils vont me donner un appartement neuf. Et donc toute cette culture
de risque, il faut que ça change d'une manière. Ça, c'est un peu la précarité de ces personnes qui les a poussées à aller construire dans ces endroits-là. Il faudrait que les autorités interdisent ou mettent des balises qui interdisent carrément de construire autour de ces oueds et dans ces oueds. Ça, Oui. c'est un autre sujet. Hein. Oui. Parce Faudrait qu'il faire d'autres parle, études il parle sociales. des mythes, des gens mitoyens oued, là. Oui. La majorité, ils ont eu des logements sociaux, ils sont Oui, revenus voilà. à oued. Chacun après profite à son niveau. Oui, monsieur Boutoudiret. Pour rebondir, en fait, Oui, mais les responsables, où est-ce qu'ils sont? C'est ça le problème. On le Oui. voit en fait, dans le discours, même autour de la table, c'est que la dimension économique, elle est reléguée au second plan. C'est ça, voilà. Or, C'est par le développement aujourd'hui moi, qu'on je peut viens arriver à... du milieu de l'économie. Je veux dire, gestion de risque, ça veut dire avant tout quelles sont les conséquences pécuniaires. Et puisqu'on n'est pas en mesure de prendre en charge ces conséquences pécuniaires, on s'adosse à une assurance. On s'adosse à une assurance pour des considérations de recouvrement de patrimoine, pour des considérations de responsabilité civile. Il y a la notion de responsabilité civile, ça veut dire que ce que peuvent avoir comme conséquences néfastes, une construction mal construite, une construction dans un oued, à un moment donné, il y a des responsabilités qui doivent être engagées. Donc aujourd'hui, cette dimension financière, ces conséquences pécuniaires, chez nous, malheureusement, sont prises en charge par qui? Par l'État. C'est l'État, tôt ou tard, qui prend en charge. Parce que pour des raisons sociales, pour des raisons socio-économiques, pour mille et une considérations, l'individu sait qu'à terme, quelque part, l'État fera face au désastre. Oui. Or, je pense qu'il faut aussi Mais arriver à sortir de cette réflexion. Il y a aussi perte de vie derrière. Oui, mais la perte de vie, c'est le cas extrême. Mais je veux dire, si on arrive à la perte de vie, c'est vraiment le bout de la chaîne. Hein. Mais avant, on pourrait éviter la perte de vie parce qu'on a fait un certain nombre de choses. Donc la dimension financière, je pense, elle est importante. Il faut la faire introduire dans le discours, dans la réflexion, parce que quelque part, quand vous touchez la poche des gens, les gens, je pense, ils réfléchissent à deux fois. Tant que ça ne touche pas leur poche, et c'est la nature de l'être humain. Hein. Aujourd'hui, par exemple, le secteur de l'assurance dans notre pays n'est pas suffisamment impliqué dans la couverture du risque. Quel que soit le risque, hein. Le risque catastrophe naturelle en fait partie. On ne prend pas une assurance parce qu'on a une voiture ou parce qu'on construit un bâtiment ou on a une usine. Tous les risques doivent être couverts. Donc aujourd'hui, il y a un grand travail à faire sur ce sujet-là. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que dans les... s'il vous plaît, parce qu'on a dépassé le temps qui nous est dans les pays, beaucoup de pressions viennent des organismes d'assureurs parce que la dimension pécuniaire est importante. Merci. Alors, nous n'avons pas parlé de beaucoup de choses, hein, de la désertification, de la relance du barrage vert aussi, qui est très importante, de la prise en compte des développements socio-économiques des régions. Je rappelle aussi que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a approuvé mardi, lors d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement, la proposition de l'Algérie de créer un fonds spécial pour la prise en charge des effets négatifs du changement climatique, ainsi qu'un cadre continental pour guider l'action collective au sein de l'Union africaine. Quand on sait que l'Afrique est une des régions les plus vulnérables aujourd'hui, c'est les pays en voie de développement qui sont les plus concernés. Problème de financement, problème d'autonomie, réviser la stratégie des risques majeurs, ce qu'on retiendra aujourd'hui parmi les priorités à prendre en compte pour une meilleure approche, hein, pour arriver à une bonne résilience, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. Rendez-vous le 28 et 29 voilà, mars. donc le 28 et 29 mars, 28 et 29 mars. 27, 28. 27, 28. Samedi, dimanche. Alors voilà, date ça, corrigée, 27, 27 et 28 mars, les assises nationales sur les risques majeurs organisées par le ministère de l'Intérieur et des collectivités, conférence nationale sur les risques majeurs. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Le thème aurait pu être débattu encore plus longtemps. Merci à vous de nous avoir suivis. On y reviendra après la conférence nationale, monsieur Afra. Très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci.